Bon, aujourd'hui, on plonge au cœur de l'électronique. C'est partout autour de nous, mais comment ça marche vraiment à l'intérieur? Pour comprendre ça, faut regarder les briques de base. Et justement, notre mission, avec ce rapport technique sous les yeux, c'est de clarifier deux concepts, les dipôles passifs et actifs, et puis cette idée de point de fonctionnement. L'objectif, c'est de démystifier un peu tout ça pour qu'on saisisse mieux comment les circuits sont faits. Bon, on s'y met. Alors, pour commencer, cette fameuse différence passif versus actif, c'est quoi concrètement? Un dipôle passif, si j'ai bien compris, comme une résistance, ça ne fait que recevoir l'énergie, ou la dissiper ou la stocker, un peu comme un tuyau ou une éponge à électrons. Et sa caractéristique, le graphique tension-courant là, ça passe toujours par zéro. 0 volt, 0 ampère. C'est ça? C'est exactement ça. Le passif, il subit. Il ne crée rien par lui-même. Il a besoin qu'on lui fournisse de l'énergie. Et les actifs alors? Là, c'est différent. Ah oui, complètement. Une pile, un transistor, eux, ils peuvent fournir de l'énergie ou l'amplifier. Ils ne sont pas juste des récepteurs. Du coup, leur courbe caractéristique, elle ne passe pas forcément par l'origine 0,0. Une pile, par exemple, elle a une tension même sans délivrer de courant. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette notion d'énergie propre en quelque sorte. Les actifs, ils injectent de la puissance. Sans eux, pas d'amplification possible pour ton casque audio, pas d'oscillation pour faire fonctionner l'horloge de ton ordinateur. C'est le moteur du circuit si tu veux. Le moteur, ok. Mais côté passif, c'est pas forcément tout simple non plus. Le rapport parle de composants non linéaires, asymétriques. Là, ça devient intéressant, non? Ah, tout à fait. Passif ne veut pas dire simpliste. Prends une diode. C'est passif, oui, mais c'est asymétrique. Asymétrique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'elle laisse passer le courant dans un sens, mais elle le bloque quasiment dans l'autre, un peu comme un clapet anti-retour. Ah, d'accord. Et elle est aussi non linéaire. Sa résistance change avec la tension. C'est pas constant comme une résistance classique. Et c'est justement cette non-linéarité, cette asymétrie, qui est super utile. Pour redresser un courant alternatif, par exemple. Une LED, c'est pareil, mais en plus, elle fait de la lumière. Donc ces comportements un peu bizarres, c'est ça qui permet de faire des choses précises que la loi d'Ohm toute seule ne peut pas faire. Exactement. Ça permet de contrôler, de façonner le courant. Mais du coup, euh, l'analyse est plus complexe, c'est sûr. Bon, on a nos briques, passives, actives, certaines un peu spéciales. Mais comment on les fait fonctionner ensemble dans un circuit? Le rapport insiste beaucoup sur le point de fonctionnement. C'est quoi ce truc? Alors, le point de fonctionnement, on dit aussi point de repos. C'est l'état électrique tension et courant du composant quand le circuit est allumé, mais qu'il n'y a pas de signal à traiter. C'est son état stable, au repos, quoi. Son régime de ralenti un peu. C'est une bonne image, oui. Et c'est hyper important, surtout pour les composants, comme les transistors ou même les diodes dans certaines applications. C'est ce point de fonctionnement qui va définir comment le composant va réagir quand le signal va arriver. S'il est bien réglé, le composant travaille correctement, sinon, Sinon... sinon ça marche mal. Pour le régler, en gros, on regarde l'intersection entre la courbe caractéristique du composant lui-même et ce qu'on appelle la droite de charge. La droite de charge. Oui, c'est une droite qui représente comment le reste du circuit voit le composant, comment il lui fournit la tension et le courant. C'est le point de rencontre entre ce que le composant sait faire et ce que le circuit lui permet de faire. D'accord. C'est un peu comme accorder un instrument avant de jouer, alors. Mais pourquoi c'est si critique? Qu'est-ce qui se passe si ce point est mal réglé? Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont directes et parfois graves. Pour reprendre ton analogie du moteur, si le ralenti est mal réglé, pour la performance déjà, prends un ampli audio dans un smartphone. Si le point de fonctionnement du transistor est mauvais, le son sera distordu. On dit qu'il écrète. C'est moche. Ah oui, le son qui sature, qui craque. Voilà. Ensuite, la stabilité. Ce point de fonctionnement, il est souvent sensible, notamment à la température. La chaleur. Oui. Si la température change, le point peut dériver. Et si ça dérive trop, le circuit peut devenir instable, se mettre à osciller n'importe comment. Voire pire, l'emballement thermique. Le composant chauffe, ça fait dériver son point de fonctionnement, ce qui le fait chauffer encore plus, et ça peut aller jusqu'à le détruire. Carrément. Ah ouais, c'est pas juste une question de performance là. Non, non, c'est aussi la fiabilité qui est en jeu. Et puis, il y a l'efficacité énergétique. Le point de fonctionnement détermine combien le composant consomme au repos.
S'il est mal choisi, ton appareil consomme de l'énergie pour rien, même quand il ne fait pas grand-chose. Ça chauffe inutilement et ça vide la batterie plus vite. D'accord. Donc maîtriser ce point, c'est crucial pour que ça marche bien, que ça soit fiable et que ça ne gaspille pas d'énergie. C'est tout à fait ça. Performance, stabilité, efficacité. Les trois dépendent de ce réglage initial. Bon, pour résumer notre plongée, on a les dipôles passifs qui subissent l'énergie et les actifs qui peuvent en fournir ou l'amplifier. C'est la grande distinction. Et puis, il y a ce fameux point de fonctionnement, ce réglage caché, mais vital, surtout pour les composants un peu complexes, qui garantit que le circuit va fonctionner comme prévu, sans distorsion, sans risque de panne et sans être un gouffre énergétique. Exactement. Et ça montre bien que concevoir un circuit, ce n'est pas juste assembler des composants, c'est aussi les régler finement pour qu'ils travaillent en harmonie. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Vu que ce point de fonctionnement est si sensible, notamment à la température qui varie tout le temps, comment les futures puces électroniques pourraient intégrer des systèmes pour s'auto-ajuster, des sortes de mécanismes intelligents qui maintiendraient toujours le point de fonctionnement optimal, quelles que soient les conditions. Ça, c'est un défi passionnant. Une sorte d'électronique adaptative. Intéressant comme perspective. Voilà qui donne matière à réfléchir pour la suite.